Bienvenue pour cette nouvelle rencontre du Festival du livre audio en ligne organisée avec l'Institut français. Vous allez avoir le plaisir aujourd'hui de rencontrer, alors, je ne sais pas comment vous décrire, la joyeuse équipe de Phosphore, donc qui fait partie de la sélection jeunesse du prix du public pour lequel vous pouvez voter jusqu'à demain soir. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir, j'ai essayé d'oublier personne, Malika Albaoui, Céline Ripoll, Carole Dufréchou, Audrey Siour et Céline Ottenwelter, sans oublier Christophe Rioux, donc journaliste pour Lire Magazine littéraire, qui va modérer cette rencontre. Et Christophe, je te donne tout de suite la parole. Merci Cécile, bonjour à toutes. Alors bonjour à toutes, c'est pas bonjour à toutes et à tous, sauf évidemment à tous ceux qui nous écoutent derrière l'écran. Et pour cette nouvelle rencontre du Festival du livre audio en ligne, nous allons parler de contes, cette fois-ci, autour d'un livre bimédia paru aux éditions du Seuil Jeunesse et intitulé Phosphore et les contes des sages. Et nous allons tout de suite commencer avec Audrey Siour, co-auteure et éditrice audio du projet. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous et toutes. Alors, Audrey, je vais peut-être dire quelques mots sur votre parcours, puisque je pense que ça illustre bien aussi le projet de Phosphore. Alors, après avoir travaillé dans le journalisme, puis dans l'édition, vous avez cofondé en 2018 Volume Sonore, un label indépendant dédié à la production de contenus sonores alliant littérature et musique. En 2020, vous avez fondé seul, cette fois-ci, Grim Co, une maison d'édition sonore qui invente et produit des histoires originales dont les formats et les formes narratives cherchent à valoriser des œuvres littéraires et le patrimoine oral. Et dans le cas de Phosphore, alors c'est vous, je crois, qui avez eu l'idée originale, c'est ça, au départ. Oui, absolument. J'ai découvert un jour la collection qui est publiée au Seuil, pardonnez-moi, qui s'appelle Les Contes des Sages et qui est une très jolie collection, ample, puisqu'elle regroupe 80 titres, plus de 80 titres, je crois, et qui ne s'adressent pas aux enfants, qui sont des livres de contes pour adultes et qui se déclinent, les contes des sages voyageurs, les contes des sages berbères, les contes des sages perses, les contes des sages papous, etc. Et puis je découvre un jour cette collection, donc une mine de trésors d'histoire, et je me dis que peut-être il y a quelque chose il y a quelques contes qui pourraient être entendus par les enfants. Et l'idée étant de trouver un fil conducteur, de faire un choix évidemment de parmi tous ces contes et de trouver un fil conducteur. Et donc c'est là que entre en scène ma co-autrice Carole Dufréchou, et on a imaginé toutes les deux ce personnage de Phosphore, jeune fille, jeune adolescente plutôt, qui un jour se voit conter une histoire par un libraire qu'elle fréquente assidûment. Et le libraire lui raconte un conte qui déclenche en elle une envie d'aller parcourir le monde à la recherche d'autres histoires. Et c'est comme ça que le livre est né, le projet est né. Au départ, ça devait être un projet papier, audio. Oui. Et puis, en rencontrant Céline Ottenwelter, ici présente, qui est une éditrice audacieuse et qui adore l'audio. Elle a 2 enfants par ailleurs, et donc elle fait souvent écouter à ses enfants des livres sonores, et des histoires sonores en tout cas. Et elle s'est dit, en entendant ce projet, elle s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa de le faire à 2 voix, si j'ose dire, la voix papier et la voix audio. Donc voilà. Exactement. Alors avec des voix audio, une vraie création sonore, et puis le rôle aussi de Jeanne Chéral, qui est alors je ne sais pas comment la qualifier, est-ce qu'on peut dire la voix principale, enfin comment on peut l'interprète de Phosphore en tout cas, c'est elle l'interprète qui de porte un Phosphore, peu mais voilà. Et c'est vrai que c'est difficile de dire la voix principale, mais en tout cas c'est la voix du personnage central de l'histoire. Et Jeanne Chéral a eu la gentille. On a simplement, les choses parfois se font très simplement, et en fait ce livre est un peu une usine à gaz dans le langage de fabrication et de production des projets audio et papier. C'est quand même beaucoup de gens et beaucoup de techniciens, etc., puisque c'est bimédia. Mais
il se trouve que les choses se sont enchaînées assez simplement. Et j'ai donc écrit à Jeanne Chéral, que je lis par ailleurs, parce qu'elle n'est pas simplement chanteuse et musicienne, elle est aussi auteure. Et j'ai donc écrit à Jeanne en lui soumettant le projet, qui était encore qu'un embryon de projet. Et elle a beaucoup aimé l'idée, donc elle a tout de suite dit oui. Elle a suivi les étapes, elle a validé les textes. Quand elle a reçu les textes finaux, elle a même apporté parfois quelques petites corrections. Donc elle est très sensible à la langue. Et puis c'est la première fois qu'elle fait ça. Et donc elle est arrivée dans mon studio. J'avoue qu'on avait un peu peur parce qu'on s'est dit, bon, est-ce qu'elle sera une bonne interprète? Et le risque était grand quand même. Et finalement, dès qu'elle a prononcé les premières phrases, elle était géniale. Et vraiment, elle a une voix qui se prête formidablement bien au personnage de Phosphore, quoi. Elle l'incarne très, très bien. Je confirme. Et les conteuses aussi. Je confirme, et je suis très étonné. Je pensais qu'elle avait une certaine pratique. Je suis assez surpris de découvrir que finalement, c'était sa première tentative. Vous êtes sûr, vraiment? Il n'y a pas eu de tentative cachée? Non, je suis certaine. Peut-être elle a fait ça par ailleurs des choses qui n'ont pas été publiques. Mais en tout cas, elle n'avait jamais fait ça, jamais prêté sa voix. Et c'est un exercice qui l'a beaucoup amusé par ailleurs, quoi. C'est différent. Elle est excellente, vraiment. Et c'est bluffant, d'autant que l'exercice est difficile. Quand vous avez parlé à des comédiens ou des comédiennes aguerris, le livre audio, l'enregistrement sonore est parfois difficile, très différent finalement de la scène ou d'autres formes d'expression. Et c'est une vraie réussite. Alors, c'est vrai que vous êtes toutes les deux, donc j'avais pensé envisager les choses un peu différemment, mais je vais donner la parole à Céline. Céline Ottenwalter, vous êtes donc éditrice et après des études de lettres modernes à la Sorbonne et quelques années aux éditions Léo Cher, vous avez retrouvé vos premières amours, l'édition jeunesse, et après des années passionnantes aux éditions du Baron Perché, vous avez donc rejoint le Seuil Jeunesse en 2014 et vous êtes responsable éditorial. Alors, est-ce que Phosphore a passé avec succès le test de vos deux enfants? Ah, c'est une bonne question. Oui, avec beaucoup de succès. Et donc, pour moi, au début, Phosphore, c'était un livre papier. Donc, voilà, je l'ai reçu comme ça. On a travaillé étroitement avec les éditrices des Contes des Sages. Oui. Et puis, on a choisi une magnifique illustratrice, Mélodie Bachet. Donc, voilà. Et puis ensuite, évidemment, les contes, c'est l'oralité. Malika, Céline vont en parler beaucoup mieux que moi, mais les contes, ça se roule en bouche, ça se raconte, et on s'est dit, mais il faut que ce soit un livre audio, quoi. Donc la grande chance qu'on a eue, c'est effectivement que Jeanne participe à l'aventure, et puis après que tous les auteurs acceptent de lire leurs contes, parce que les contes, ça s'écrit, ça se collecte et ça se dit. Voilà, donc moi j'ai un peu suivi le mouvement, suivi l'enthousiasme, j'ai porté le projet avec beaucoup de joie et de j'y ai toujours cru, voilà, parce que l'idée c'était vraiment de proposer à des jeunes enfants. Alors mes enfants sont un tout petit peu petits pour Phosphore, parce qu'ils ont 5 et 10 ans. Alors l'aîné, c'est tout à fait ça y est, ça rentre dans sa tranche d'âge, mais pour moi c'est vraiment un livre qui s'apprécie à partir de 9 ans, à partir de 9 ans, pas avant. Et voilà, et cette jeune fille, elle nous emmène en voyage, vraiment. Elle nous emmène en voyage à travers les mots, et la fin est étonnante de ce point de vue-là, parce qu'on ne sait jamais si c'est un voyage réel ou imaginaire, peu importe en fait. L'idée, c'est que vraiment, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de montrer que les livres, ça fait voyager, les contes, ça fait voyager, ça fait apprendre, ça fait aimer. Et grandir. Et grandir. Et moi, je suis une passeuse d'histoire. J'ai eu l'impression d'avoir joué un rôle intéressant entre le seuil adulte, comment on a réussi à travailler ces textes qui sont au départ, qui s'adressent à des adultes, comment on a réussi à les choisir ensemble, un petit peu à les retravailler pour que les enfants puissent les recevoir pleinement. Et voilà, donc moi j'ai conduit ça, j'ai été un peu au centre de tous
tous ces talents, de tous ces savoir-faire. Voilà, et je suis très heureuse du résultat. Après, le livre audio, comme vous le savez, c'est les balbutiements, hein. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression de ça, en tout cas dans cette forme-là. Le QR code. Alors, je me suis collée à des difficultés techniques que je n'avais pas forcément imaginées, mais ça fait partie de mon travail aussi de brouiller un peu des problèmes et des difficultés. Je tiens à dire qu'on a été aidé par le CNL pour ce projet, et grâce à eux, le livre a pu naître. Oui. Voilà. Parce qu'effectivement, vous avez fait le choix du QR code, hein, qui est à l'intérieur du… Voilà, tout à fait. Et donc, le QR code, voilà. Mais c'est vrai que dans le monde du livre audio, on a le téléchargement type MP3, on a effectivement parfois des CD. Vous avez décidé de partir dans la direction du QR code en pensant que c'était plus simple d'utilisation. Oui. Qu'est-ce qui a guidé ce choix, en fait? Exactement. En fait, on a envisagé très très brièvement le CD, et en fait, on s'est dit que c'était pas la bonne direction, et que voilà, ça faciliterait les choses d'avoir plutôt un QR code. On a eu l'impression qu'en tout cas, l'écoute maintenant se faisait plus comme ça. Voilà. Donc voilà pourquoi on a choisi ça. Et puis pour des histoires de coûts aussi. Oui. Alors, c'est un voyage, vous l'avez dit, et on va commencer à faire ce voyage avec Carole. Carole Dufréchou, vous êtes journaliste et autrice franco-canadienne. Vous avez suivi des études en sciences politiques et en communication à Paris et à Bordeaux, puis de journalisme télé chez France 3 Aquitaine. Vous partez ensuite pour l'Amérique du Nord, en Ontario, en Arizona, mais surtout au Québec, où vous avez vécu plus de 20 ans. Vous êtes journaliste de presse écrite, correspondante pour Libération et Le Point, pour des documentaires TV sur Arte et France 5, réalisatrice productrice de contenu pour une ONG québécoise et de retour en France depuis quelques mois. Vous habitez à Marseille, mettez à profit le temps que veulent bien vous laisser vos 3 enfants pour développer des projets de podcast et d'écriture. Et dans votre parcours, le voyage est une constante et vous avez eu la chance de vous rendre à plusieurs reprises dans le nord du Canada, dans les territoires du Nord-Ouest et Nunavut. Le chapitre de Phosphore portant sur le Grand Nord en est directement inspiré. Alors, on commence le voyage là, avec le Grand Nord. Est-ce que vous voulez nous en parler de ce Grand Nord qui est l'une des étapes de ce beau récit? Avec plaisir, bien sûr. Je crois que effectivement, il y a beaucoup de ce que j'ai pu vivre au Canada et de ce que j'ai pu découvrir dans le Grand Nord, dans le voyage de Phosphore. Je crois que c'est une constante de toute façon. Céline a mis beaucoup également de ses aventures et de sa vie en Polynésie, dans le Pacifique aussi, dans son chapitre. Et on retrouve beaucoup du Maghreb au travers de Malika. Chacune de nous a beaucoup porté de son vécu. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur ce qu'a dit Céline tout à l'heure. On parlait d'un projet collaboratif. Et Cécile, tout à l'heure, nous a présenté comme une joyeuse équipe. Et je crois que c'est très juste. C'est-à-dire qu'au départ, quand on parlait de projet collaboratif, Audrey l'a dit aussi, on est quand même assez nombreuses dans ce projet-là. Et au début, on s'est dit, il faut faire attention, il ne faudrait pas que ce soit simplement une juxtaposition de contes et finalement une réunion de plusieurs individus. Or, ce qui a été vraiment formidable au travers de tout cet exercice d'écriture et de l'aventure de l'écriture de Phosphore, c'est que très régulièrement, on s'est parlé les unes des autres, chacune a apporté de son vécu, et il y a eu une synergie qui s'est créée, une vraie complicité entre toutes, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai partage entre toutes pour donner un sens au voyage de Phosphore. Il y a une unité finalement dans tout le livre. Voilà, pour revenir sur le Grand Nord, oui, effectivement, j'ai eu la chance, le privilège même d'y aller en habitant au Canada et de partager le quotidien des Inuits. Et oui, effectivement, ce que Phosphore en dit, le ressenti qu'elle a, tant sur évidemment les sensations qu'elle y a, le froid, la peur, mais les questions qu'elle se pose par rapport à l'inhospitalité de ce lieu. Ah oui, évidemment, ce sont des choses que j'ai vécues également. Le conte est
est également inspiré largement aussi, absolument. Oui, d'ailleurs, ce qui est frappant, et c'est le cas dans plusieurs contes, c'est les descriptions, la minutie, le fait d'être allé aussi sur place, puisque vous avez eu la chance d'aller dans ces territoires. Qu'est-ce que ça donne au conte, cette dimension de l'expérimentation du terrain, d'être réellement sur place, de s'immerger dans ces univers? Qu'est-ce que ça apporte? Ouais, très certainement une authenticité dans ce que les gens peuvent en lire, dans ce que les lecteurs et lectrices peuvent ressentir. Je crois que ce qui est très, très intéressant dans Phosphore, effectivement, aussi, parmi plein d'autres choses, c'est que il y a tout cet aspect du merveilleux avec les contes et ce monde imaginaire et onirique. Et puis, il y a aussi ce qu'on a voulu apporter avec Audrey dans ce qu'on appelait le récit cadre, c'est-à-dire les petite histoire de Phosphore, il y a une vraie volonté, j'ai presque envie de dire, documentaire. Alors ça, c'est un peu des formations professionnelles, puisque Audrey et moi sommes effectivement journalistes, mais c'est vrai qu'on raconte des histoires, évidemment, et il y a des contes, et il y a encore une fois tout cet imaginaire et ce merveilleux, mais il y a aussi une partie vraiment qui fait appel à soit ce qu'on a vécu, effectivement, par nos expériences propres, soit par, on s'est beaucoup renseigné, par exemple, quand on parle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a toute une cérémonie qui s'appelle le Sing Sing. On a lu, on s'est documenté, on a regardé des reportages, on a, pareil pour, effectivement, le bonhomme Kamishibai au Japon, ce sont des choses qui existent. Donc, on a vraiment aussi voulu apporter cette part de réalité, et faire voyager les enfants en leur proposant quelque chose aussi de vrai. C'est un vrai voyage qu'on leur propose également. Eh oui, bah, on va le continuer ce voyage, hein. C'est bien, on voyage, hein. Alors effectivement, avec Céline Ripoll, vous êtes designer diplômé de l'ENSAMA, l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art à Paris. Vous changez de route en 2002 après avoir entendu une conteuse raconter une histoire. Vous vous formez à l'art du conte auprès de Gilles Bizuerne au Conservatoire de Paris 12e. Et en 2005, une autre histoire, celle d'un guerrier, vous fait prendre le chemin de la Polynésie. Alors après des mois de collectage, vous revenez initié à cette tradition orale, vous multipliez les voyages à la recherche de légendes venues de la nuit des temps, puis vous vous installez sur l'île de Pâques. Appelé par le musée du Quai Branly en 2006 pour son inauguration, vous y collaborez 13 ans, créant de nombreuses visites comptées, offrant au public un autre regard sur les œuvres océaniennes, nourrissant votre parole de chants anciens et de gestes de danse, autrice de nombreux recueils et albums jeunesse, fondatrice d'une maison d'édition, Moaï Édition, sur l'île de Pâques. Vous nous guidez sur un océan de mots pour découvrir les cultures d'Océanie encore trop souvent méconnues. Et est-ce que vous voulez peut-être nous parler du conte Un manguier pour ami? Et là, on continue le voyage. Oui, merci. En effet, j'ai été très surprise, très agréablement surprise de voir que cette histoire avait été choisie. Pas évident, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Souvent, on regarde les Papous comme l'un des derniers peuples avec certains groupes en Amazonie n'ayant pas contact avec les Blancs et donc ayant une certaine authenticité de vie, de parole, les gens qui ont les gestes primaires et cette connexion à la nature. Donc, c'est un recueil Contes des sages papous qui s'adresse effectivement à un certain public. Et donc, j'étais ravie de voir que cette histoire avait été sélectionnée parce qu'effectivement, c'est une histoire qui, pour moi, a une trame proche d'une Cendrillon. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui perd ses parents et qui va être recueillie par son oncle maternel et qui va souffrir de maltraitance. Hein. On va utiliser les mots d'aujourd'hui. Et elle va trouver dans un manguier, dans la nature en tous les cas, dans ce manguier, elle va trouver un dialogue et un ami. Et toute cette histoire raconte effectivement cette connexion que l'on peut avoir avec les arbres ou avec la nature et comment finalement, avec les transformations que vont faire les hommes de cet arbre, puisque cet arbre va être abattu pour devenir une pirogue, eh bien, elle
elle va aussi se transformer d'une petite fille qui vit cette tristesse d'abord de perdre ses parents et ensuite d'être très maltraitée. Elle va aussi se transformer, je vais dire sublimer ce qu'elle vit et devenir une jeune femme prête à vivre une vie comme il se doit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire se marier et porter des enfants. Et elle va se marier avec le fils du chef des sculpteurs. Donc voilà, c'est un conte traditionnel, effectivement, Oui. qui vient du CEPIC. Et alors, il y a une dimension, c'est vrai, de sensibilité évidemment à la nature. Il y a aussi cette dimension du merveilleux, alors là, qui est un peu partout présente d'ailleurs dans Phosphore. Hein. On a un peu ce sentiment de quelque chose qui va un peu au-delà. Alors, je ne sais pas si dans votre cas, vous l'avez ressenti comme ça. En vivant dans le Pacifique, le merveilleux, il est là tous les jours. Alors, je parle pas du merveilleux de la plage et du soleil. Je parle vraiment de cet invisible. Je parle de la présence de l'invisible, des signes, des esprits. Après, on y mettra les mots que l'on souhaite. En tous les cas, effectivement, une brillance sur une feuille, un oiseau qui passe à un certain moment, le chant ou un parfum dans le vent, tout ça nous parle. J'ai vécu des années effectivement sur l'île de Pâques. J'ai passé aussi beaucoup de temps aux Marquises de Tahiti. Ces gens-là m'ont emmené à voir le monde depuis leur point de vue, depuis leur regard. Ils m'ont enseigné un certain nombre de choses. Après, il y a plein de choses que je ne connais pas, hein, mais ils m'ont quand même enseigné un certain nombre de choses. Et une fois initié à ce regard, même ici dans notre pays de voitures et de béton, je peux vous dire qu'on peut aussi marcher entre les gens des réalités dans le quotidien. Ça existe, il suffit juste de faire un petit pas en décalage et de regarder le monde d'une autre manière. Exactement, c'est ce qu'on va tenter de faire en continuant le voyage. Hein. Je vous l'avais promis, hein, nous continuons à voyager avec Malika, Malika Albaoui. Vous êtes née au Maroc, vous êtes conteuse et vous avez été nourrie dans votre enfance par l'oralité et la culture arabo-berbère. Après des études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, vous travaillez avec John Strasberg, la voix de l'Acteur Studio, tout en écrivant des poèmes, des chansons, des nouvelles et des scénarios. Vous êtes édité dans la revue Action Poétique en 1991. Vous êtes alors encouragé à continuer l'écriture par le grand écrivain algérien Kateb Yassine et le poète universitaire Philippe Tancelin. Votre vocation de conteuse professionnelle s'impose lors de sa rencontre et de votre rencontre avec Nasser Kémir, cinéaste-conteur, ça c'était je crois en 1992, qui vous invite à participer à un enregistrement des 1001 nuits sur France Culture. Vous interviendrez ensuite dans les bibliothèques et de nombreux festivals de contes en France, au Canada et en Afrique. Votre répertoire est constitué principalement de contes traditionnels berbères, arabes, mais aussi de légendes médiévales, de mythes grecs et d'histoires que vous écrivez. Vos dernières créations ont reçu le soutien de la ville d'Auxerre, des festivals Les Nuits d'Orient de Dijon, le légendaire d'Eure-et-Loire, du Centre culturel algérien, de la baleine qui divague du Centre de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et depuis 2012, vous êtes la directrice artistique des Inédits de Lyon, qui crée des contes musicaux et organise le Festival du conte au comptoir du Chat-Perché, à Joigny, et ça va barder le Festival du conte et des arts de la parole à Auxerre. À partir de 2015, vous enchaînez les publications de recueils de poèmes et de contes, d'albums jeunesse qui sont remarqués. Vous êtes ainsi invité dans de nombreux et prestigieux salons du livre, comme le Maghreb du livre, le Salon du livre de Paris, le premier salon du livre maghrébin du livre à Oujda, Étonnant voyageur à Saint-Malo, le Salon du livre jeunesse de Montreuil. Et en 2015-2016, vous êtes l'une des conteuses attitrées de l'émission de Noël Bréham, La nuit est à vous, sur France Inter. Et fin 2016, une série d'émissions qui vous est consacrée dans Les gens d'ici sur France Bleu Auxerre. Depuis 2018, vous vous consacrez à animer des stages d'écriture et vous avez fondé à Auxerre un espace dédié à la pratique de l'oralité, aux rencontres des ateliers du mythe. Vous transmettez aussi votre expérience de plus de 3 décennies de conteuse sous forme de stages et de formation. Alors, est-ce que vous voulez, pour continuer le voyage, nous parler d'un héritage touareg ? Alors,
je voulais remercier. Depuis tout à l'heure, en fait, on parle de synergie, de collaboration. C'est vraiment une collaboration et c'est vraiment un échange sur la transmission. Moi, j'ai rencontré Carole, Audrey, Céline autour de ce projet. Ça, tout de suite, ça a été le choix de ce conte m'a obligée à parler de ce travail de conteur. Parce que ce conte, l'héritage Touareg, donc sorti d'une anthologie, d'un recueil de contes sur les Berbères, donc le groupe ethnique, on ne va pas faire de là. En tout cas, mon père parlait berbère, le Tachilhit, le Shilha, et moi, je ne comprenais pas. Et donc, quand j'ai écrit les contes des sages berbères, ça a été vraiment ouvrir la porte vers la connaissance de soi, puis s'interroger aussi sur la transmission. De quel droit, à quel titre, comment honorer. Moi, honorer ces histoires et les actualiser en respectant, on va dire, en les respectant. Et donc, cet héritage Touareg, c'est une histoire qui est une composition. C'est-à-dire que ce conte, il est nouveau parce qu'il n'existe pas traditionnellement et en même temps, c'est un conte qui se raconte maintenant et qui raconte quelque chose de l'esprit des Touaregs. C'est vraiment un héritage Touareg. C'est vraiment j'ai collecté plusieurs histoires, je les ai méditées et ensuite l'histoire est arrivée et donc ça m'a permis de partager avec beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que c'est un projet qui était effervescent et dynamique au niveau de la pensée, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup, avec Audrey par exemple, pour l'histoire cadre, il y a eu des vraies questions, pour que ça s'intrique, pour que Phosphore et l'histoire de l'héritage Touareg puissent résonner. Donc ça pour moi, c'était le signe d'une recherche d'harmonisation, que ce livre-là, c'est pas juste du patchwork et puis des idées plaquées, c'était vraiment un projet du cœur, on va dire. Donc voilà, en gros. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être une question pour Audrey et puis pour tout le monde. Mais comment vous avez réussi justement à faire en sorte qu'on ne soit pas dans une logique où chacun, ça arrive, on le sait parfois dans le monde de l'édition, où chacun fait son chapitre de son côté. Comment vous avez réussi à tisser ces liens, à créer cette harmonie, qui plus est en ajoutant, chose complexe, une dimension sonore. Audrey, peut-être commencer, mais comment vous avez réussi à créer cette alchimie, cette dynamique? C'est quand même très compliqué. Est-ce que tout s'explique? Je ne sais pas. On va peut-être mettre ça sur le compte de la magie humaine, des relations humaines aussi. Non, mais vraiment, on ne parle pas d'ailleurs de Jean-Jacques Vdida, qui fait partie aussi des conteurs qui sont dans le livre. Et je ne sais pas vraiment répondre à cette question de manière très pragmatique, quoi. Je peux vous dire que juste, ça s'est fait par étapes. Oui, Carole et moi, on a lu, je ne sais pas, peut-être 200 contes de tous ces recueils de contes. On a passé un été à rêver avec tous ces contes-là. Et puis, on en a sélectionné 15, et puis 10, et puis finalement 4. Et on a commencé à bâtir le projet. Et puis, très vite, on a écrit à Jean-Jacques Vdida, qui nous a dit « Ok, mais justement, je ne veux pas être… un puzzle, enfin une pièce de puzzle dans le projet. Donc, je voudrais vraiment participer à l'écriture. Je voudrais que vous puissiez m'envoyer ce que vous allez faire pour pouvoir avoir mon mot à dire, échanger, etc. Donc, première collaboration. Et puis après, Malika, Céline et toutes, en fait, tous. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont de merveilleux conteurs? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la définition du conteur? Sans doute. Le partage aussi, la transmission, c'est vrai, elle est à l'origine de tout. Et donc, très vite, Malika, Céline ont accepté parce qu'on les a sollicités aussi. On a été très clairs en leur disant
Nous ne sommes pas conteuses. Donc, tout à l'heure, Malika a abordé la question. L'univers du conte, c'est un univers très particulier. Pour avoir travaillé plusieurs années dans l'édition, j'ai donc fréquenté un certain nombre d'auteurs et j'avais jamais rencontré de conteur. Et donc, j'ai découvert que on ne s'improvise pas conteur, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être auteur de romances, de récits historiques, de polars, de romans, de nouveaux romans, etc. Mais j'ai compris assez vite en travaillant dans le projet que s'improviser auteur-conteur, c'est pas tout à fait ça, parce que ça nécessite, comme Malika, un héritage, comme Céline, d'avoir baigné dans ces histoires, de les avoir côtoyées, etc. Et puis surtout, les contes sont des récits millénaires qui ont perpétué, dont la transmission s'est perpétuée d'année en année, de siècle en siècle. Et ces gens conteurs sont des gardiens du temple, quoi. Donc, ils ont toutes ces histoires, ils les connaissent. Et puis, effectivement, après, chacun glisse cette histoire dans sa trame, dans sa personnalité, dans sa perception, mais toujours avec le souci de respecter l'histoire originelle, quoi. Donc, c'est un travail d'écriture quand même assez hallucinant, assez impressionnant. Donc, quelque part, Carole et moi, on ne pouvait pas s'en sortir sans leur aide. Et donc, dès le départ, moi, j'ai sur le récit cadre, je veux dire, on a fait notre job, on a été passionnés par le projet, donc on l'a fait, mais toujours avec leur aide et leur regard. Mais sur les contes, il fallait vraiment travailler main dans la main. Céline aussi l'a compris. Et non, mais je crois que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'idée, il y a eu l'envie de Phosphore. Quand Audrey et Carole sont venues me proposer le projet, elles sont déjà arrivées avec leur amour, leur respect pour la collection des contes des sages. Et en fait, j'ai l'impression que presque la première étape, ça a été un choix de contes. Je veux dire, c'était ça le début. Le début de l'histoire, c'était les contes des sages. Et ensuite, tout s'est tissé. Mais c'est important de dire ça, c'est-à-dire que les choses se sont mêlées, c'est-à-dire que les contes ont été à l'origine du projet, presque. Phosphore, elle est née finalement... presque après, je veux dire. Et quand on parlait d'aller-retour et tout ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a tous lu, réfléchi. Quand Malika disait qu'un héritage Touareg, elles ont travaillé avec Audrey pour vraiment que ça se réponde. C'est vrai, en fait. Il y a vraiment cette chose-là qui... Et puis, il y a quand même une histoire formidable dans ce livre. C'est qu'en fait, c'est une espèce de mise en abîme. En fait, Phosphore, c'est une conteuse. Elle découvre son métier, sa vocation. Et ça, c'est assez beau. Ça raconte l'histoire des conteurs d'une certaine manière. Enfin, Mais d'ailleurs, Céline, je me souviens au tout début, quand elle a eu vent du projet, elle m'a dit, mais en fait, c'est mon histoire. La Phosphore qui débarque dans une librairie, qui entend un conte et qui a tout d'un coup un choc en se disant, mais moi aussi, il faut que je parte à l'aventure et que je récolte des contes, parce que c'est ça, les conteurs, ce sont des collecteurs en fait aussi. Ce sont des auteurs, des raconteurs, mais au départ, ce sont des collecteurs. Peut-être je me trompe, mais bon, à vous de jouer les filles. Mais en tout cas, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que vous êtes parti vous l'avez dit, hein, un été de lecture, 200 contes, hein, c'est ça? 200 contes à lire. Donc un stock incroyable de contes, d'histoires, de récits, enfin une richesse incroyable. Alors c'est un peu terrible de se dire qu'on n'en a que 4 finalement, parce qu'on se dit mais potentiellement il y en a beaucoup d'autres. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez précisément d'autres envies avec d'autres contes? D'ailleurs on peut essayer de faire un petit exercice. Est-ce que chacune d'entre vous a peut-être un conte qui lui tient à cœur, qui lui tiendrait à cœur, qui pourrait peut-être, peut-être pas raconter évidemment le conte en détail là, mais peut-être nous donner un avant-goût et imaginer peut-être une suite pour Phosphore ou d'autres aventures. Est-ce que c'est prévu d'ailleurs? Est-ce que d'autres aventures avec d'autres contes dans ces 200 contes existants seraient éventuellement amenés à voir le jour? Est-ce qu'il y a un projet, une réflexion qui est menée? Je ne veux pas révéler ce secret. Je réponds très très vite. En fait, par rapport à
à l'écrémage, j'ai envie de dire, au choix, Oui. ça a été aussi un choix éditorial, c'est-à-dire qu'à un moment de toute cette matière, il fallait en faire un livre. Et peut-être que là, on a beaucoup discuté avec Carole et avec Audrey sur effectivement à qui ce livre s'adressait. Et ça n'a pas été évident parce que, comme on vous le disait, ce sont à la base des contes pour les adultes. Donc, il fallait faire attention à ce que les thèmes ne soient pas trop, soit abstrait ou abstrait ou trop dur ou trop violent, voilà. Et en fait, on a trouvé ça assez beau d'en faire un tour du monde. Donc, de façon un peu basique, effectivement, on est parti sur un conte par continent. Oui. Voilà, nous, on s'est lancé dans cette aventure de l'audio au Seuil Jeunesse, qui est une aventure très nouvelle. Et voilà, donc on attend un petit peu de voir comment ça se passe, comment le public accueille le livre et tout ça. Mais moi, j'ai été très heureuse de travailler sur ce livre, donc pourquoi pas. Après, ouais, pourquoi pas, bien sûr. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que j'ai effectivement parlé des conteuses Malika et Céline et Jean-Jacques, mais il se trouve que Carole, quand même, elle a écrit le conte du Grand Nord. Oui. Et Carole, elle n'a pas sa carte d'identité et son passeport conteur, quoi. Donc, elle a réussi un tour de force. On a travaillé un peu toutes les deux après sur le conte, etc. Mais au départ, c'est quand même Carole qui a fait naître cette histoire. Et on peut peut-être lui demander parce que c'est aussi une bien sûr. certaine... D'autant qu'il faut préciser que Grand Nord, vous n'avez pas trouvé dans les contes que vous aviez à disposition de contes qui correspondaient à vos désirs ou pourquoi avoir créé ce conte Bon, déjà, je pense qu'on en avait envie. On avait pourtant déjà suffisamment de défis avec Phosphore et la création de ce projet. Mais je crois qu'effectivement, il y avait une envie. Et comme le disait Céline, c'est vrai que de façon très, très prosaïque, on voulait faire un tour du monde. Donc, on voulait aussi partir dans cette région du monde et puis sans tomber sur des thèmes qui avaient déjà été abordés. Donc voilà, et encore une fois, c'est vrai que moi, ça correspondait à un moment aussi de façon très personnelle où j'ai quitté le Canada après plus de 20 ans passés là-bas, et c'était pour moi une façon peut-être aussi de raconter quelque chose que je n'avais pas pu raconter au travers de mes reportages. Mais quand je vous disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Bon, la petite anecdote, dans le conte, on parle des aurores boréales et pour la faire venir, en fait, la petite fille se met à siffler et ça la fait descendre l'aurore boréale. Il se trouve que quand j'étais dans le Grand Nord en reportage, j'étais dans une famille et le soir, les Inuits m'ont demandé si je voulais aller voir des aurores boréales. Bien évidemment, je mourais d'envie, donc on est parti en motoneige, s'éloigner un petit peu de la communauté et voilà, et j'attendais dans la nuit qu'il se passe quelque chose. Et voilà, et il s'est mis à siffler, et croyez-le ou pas, à ce moment-là, l'aurore boréale est apparue. Voilà, donc des fois, le merveilleux, il est dans la vie tout simplement. Et c'est vrai qu'au moment d'écrire ce conte, cet épisode-là m'est revenu, et je me suis dit, c'est pas possible, faut que je raconte l'histoire. Voilà, donc voilà, mais après, effectivement, on a plein d'idées. Il y a des contes qui nous ont tellement touchés, qui se trouvaient dans des régions du monde qu'on avait déjà abordées, des contes sur l'art, sur la beauté de la musique. C'est sans fin, c'est sans fin. Donc oui, on a plein d'autres idées, plein d'envies, bien sûr, bien sûr. Bon, enfin, on vous croit, hein, on vous croit sur parole. Hein. Maintenant, on sait qu'il faut siffler. Et vous êtes une très bonne conteuse, d'ailleurs, je dois le souligner. Je vous remercie. Et alors, il y a quand même une question qui se pose. Vous savez qu'avec le Festival du livre audio, en fait, on s'intéresse à l'oralité et à toutes les formes de rapport à la voix. Alors, on a eu beaucoup de discussions passionnantes ces derniers jours autour des spécificités. Alors, parfois, d'ailleurs, en séparant un peu les mondes qui finalement s'hybrident beaucoup, mais livre audio d'un côté, avec un format qu'on appelle homothétique, c'est-à-dire une fidélité totale à un texte, approche poétique et travail sur le podcast, qui est aussi quelque chose de différent. On a même parlé de la radio et de ce que c'est qu'une prise de parole à la radio. Quand on regarde toutes ces formes d'oralité, tous ces rapports à la voix et à la question de l'enregistrement ou pas d'ailleurs,
qu'est-ce qui singularise le conte? Finalement, moi, en vous écoutant, c'est vrai que j'ai été amené à me poser la question et en découvrant Phosphore, qu'est-ce que c'est finalement qu'un conte? C'est quoi la nature profonde? Je ne vais pas dire, enfin, la nature véritablement essentielle du conte. Qu'est-ce qui le distingue peut-être d'autres formats ou le rapproche d'autres approches de l'oralité? Malika, Céline. Vous avez 3 heures. Merde, merde. Non, mais je pense que c'est les conteuses et même place. Oui, non, c'est quoi finalement ce conte par rapport, la logique du conte par rapport à toutes les formes d'oralité qu'on a évoquées depuis le Festival du Livre Audio? Il y a quand même le fait que le conte, vous l'avez très bien dit, soit lié à des formes de transmission, que le conte aussi s'invente, s'écrit, où l'oralité joue un rôle déterminant. Qu'est-ce qui le singularise? Parce que finalement, on se pose la question. Moi, j'ai été amené à me demander ce qui distinguait finalement Phosphore et les contes des sages, si j'élargis, de livres jeunesse, par exemple, plus traditionnels. Moi, je veux bien répondre. Merci. Je laisse bien sûr Malika donner sa version. Je dirais vraiment quand nous racontons des histoires, en tous les cas, on s'adresse. Nous sommes là pour faire la passation entre une histoire qui est un récit plus ou moins ancien et l'autre. Donc, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi, je m'adresse à l'autre. Il peut être tout seul, ils peuvent être 10, ils peuvent être beaucoup plus. Mais vraiment, il y a une adresse à l'autre. Je t'apporte un cadeau. Je t'apporte quelque chose. Tu en feras, c'est comme une graine. Tu en feras ce qui résonnera en toi. Mais il y a vraiment ce désir de donner, ce désir, c'est un cadeau, c'est une caresse, c'est quelque chose qui n'est pas de nous, qui nous vient d'ailleurs. On nous a donné, qui est venu répondre à des questions qu'on ne connaissait même pas en nous, qui est venu nommer ce monde qui est autour de nous, qui est venu nous éclairer ou même des fois nous faire tomber pour que l'on puisse chercher en nous cette force pour se relever. Les contes, ils racontent tout ça et tout ça dans une légèreté, dans une joie, parfois avec des moments critiques, mais à chaque fois, il y a comme un cadeau qui est une réponse. Eh bien, cette chose-là qui est précieuse, c'est comme une graine, il n'en reste qu'une et je te la donne et je te la plante en toi et vois comment ça grandit en toi. Je crois qu'il y a ce souci d'apporter ce quelque chose, cette douceur à l'autre, en tous les cas, sans donner de leçons. Hein, on n'est absolument pas là pour changer le monde ni rien. C'est tout simplement qu'on reçoit ça. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas le garder. On ne peut pas. C'est pas pour nous. C'est pour toi. Alors tiens. Je crois que cette attention, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai reçu dans le Pacifique de tous mes collectages, tous les anciens que j'allais voir aux Marquises ou même à l'île de Pâques, etc. Ou à Tahiti. Tous ces gens-là te donnent. Ils te donnent ce cadeau qui est vraiment un bout de eux. Et ça, c'est... Après, c'est magique, c'est précieux. C'est un bout de l'autre que tu transmets à ceux qui vont grandir et faire le monde. C'est un bout du passé pour guider celui qui va avancer demain. Donc, c'est peut-être là l'attention que l'on met dans notre adresse à l'autre, au public. Enfin, c'est mon interprétation. Ouais, c'est une très belle réponse. Et vous savez, en vous entendant et même dans les échanges que nous avons pu avoir, je pensais un peu au potlatch. Vous savez, ces systèmes de dons et de contre-dons très ritualisés, en fait. Et je trouve qu'il y a, et c'est peut-être une des clés de réponse par rapport à d'autres formes
d'expression orale, d'oralité, de rapport à la voix ou au fait de proférer un texte, de le dire, c'est que là, on est vraiment dans un univers, je trouve, en tout cas, dans Phosphore, c'est très visible parce qu'il y a presque un fond anthropologique aussi qui est là. C'est ces systèmes de dons et de contre-dons que sont les potlatch, et tout commence par un don qui fait de vous quelque part l'obligé de l'autre. Et les régions du monde que vous évoquez sont très marquées par la présence de ce type de lien humain. Et c'est peut-être ça l'essence du conte. J'aurais peut-être une partie de cette réponse qui reste assez complexe, parce que finalement, c'est vrai que le conte se singularise et peut se distinguer d'autres formes d'oralité. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Ah oui, Malika. Moi, je voudrais témoigner parce que effectivement, ce que dit Céline, c'est l'art d'entrer en relation, c'est la parole finalement, la parole, l'énergie de la parole. Mais cette énergie, c'est des images, et le conte, on ne peut pas le définir, c'est ce qui fait sa beauté. On ne peut pas le définir, mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que quand on écoute des histoires, par exemple, moi, quand j'écoute une histoire, quand je reçois un conte, je perçois quand, bien sûr, là, c'est vraiment le cœur généreux. On transmet une histoire, on l'habille un petit peu de notre singularité, de nos images et tout ça, mais c'est quelque chose qui vient de loin et qu'on reconnaît. Moi, le conte, c'est polysémique, c'est-à-dire plein de sens, symbolique, et c'est très simple. Voilà comment je reconnais, moi, le conte, c'est une connexion. Le mot tout à l'heure, tu parlais de connexion, Céline, beaucoup. C'est une connexion très simple avec quelque chose. C'est comme l'eau, c'est quelque chose qui relève d'un élément, en fait. C'est assez. Par exemple, moi, mes parents, ils se racontaient leurs rêves. Ils savent ni lire ni écrire. Ils se racontaient leurs rêves. Et ben, les rêves, c'est plein d'archétypes. Moi, petite fille, je les écoutais, je savais. Et c'est la voix de l'oralité, elle était là. Et les histoires étaient là. Et en même temps, c'était quelque chose qui a la parenté du conte. Voilà. Et bon, je sais pas si j'ai répondu juste l'instantané de ce que c'est pour moi Oui, on ne peut pas définir en même temps. temps. Non, on n'épuisera pas la question maintenant, mais effectivement, en tout cas, on a la chance avec Phosphore et les contes des sages et cette belle collection du Seuil de voyager vraiment avec Phosphore et de découvrir toutes ces régions du monde. Donc, espérons que le voyage continue et vive les contes, puisque voilà, ils nous ont permis d'aller dans des endroits, des zones du monde superbes avec une très grande variété. Donc, un grand merci à toutes et à tous, puisque n'oublions pas notre conteur qui n'est pas là, mais qui pense très fort à nous. Voilà. Et je crois que Cécile apparaît, voilà, comme par magie. C'est le merveilleux du conte, subitement, Cécile. Nous sommes connectés. Alors, c'est la connexion humaine, mais nous avons aussi Zoom qui, de temps en temps, fait des miracles. Cécile. Merci à vous toutes, et puis à Christophe aussi. Comme tu l'as souligné, Christophe, on n'épuisera pas le sujet aujourd'hui. Du coup, j'ai envie tout de suite de vous donner rendez-vous l'année prochaine pour le Festival du Livre Audio en présentiel. Peut-être pour qu'on fasse quelque chose autour, je ne vais pas dire que des conteuses, mais du conte. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous toutes. Merci à vous. Merci à vous. Et puis donc, je rappelle que vous pouvez encore voter jusqu'à samedi soir. Donc, n'hésitez pas. Et on retrouve Christophe à 18h aujourd'hui qui nous présentera en fait sa sélection de Coup de cœur podcast 2023. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.